Oui, par rapport au bilan, ma position, c'est la pluralité des voix. C'est-à-dire, on a la lucidité nécessaire de reconnaître que le combat salvateur, c'est le respect des institutions, c'est le respect de la démocratie, c'est le respect de l'état des droits. Donc pour moi, le bilan, il est mitigé parce qu'il y aura des performances ci et là qui s'avèrent positives. Mais après, ça viole maintenant une bonne partie de ce qui est assez fondamental pour les États. Donc déjà, d'un point de vue négatif, on parle de 2 millions de déplacés au Burkina Faso, on parle de recul de la démocratie, on parle de censure des médias. Mais après, il faut reconnaître aussi certaines actions qui ont été menées dans le bon sens. Par exemple, aujourd'hui au Burkina Faso, il y a un programme agricole qui a été lancé qui fait que le Burkina respire aujourd'hui, par exemple, en matière de riz, là où certains pays comme la Côte d'Ivoire ont du mal. Donc, on a pu aussi capturer certains guides armés, certains guides terroristes. Le gouvernement aussi a déclaré maîtriser 73% de son territoire contre 60% en 2023. Le Burkina aussi a acquis des mines aurifères du pays. Donc, c'est quelque chose d'assez significatif qui appartenait à des filiales étrangères. Le Burkina a lancé sa propre raffinerie d'or. Donc, il a créé aussi la Sopamim qui gère les actifs miniers de l'État. Et il y a des grandes réformes aussi agricoles qui ont été menées. Donc, pour moi, il y a ce bilan-là qui est mitigé. Maintenant, le plus important, c'est la sortie des crises. Parce que toute personne qui va faire une analyse, qui va essayer de montrer le côté négatif de la crise, et encore en 2023. Aujourd'hui, en 2026, le Burkina n'est plus dans la CEDEAO. Le Burkina est dans l'AES. Donc, tous les tests officiels qui régissent la CEDEAO ne concernent plus le Burkina Faso. Le traité de 93 ne concerne plus le Burkina Faso. Le protocole additionnel ne concerne plus le Burkina Faso. Tous les protocoles de la CEDEAO ne concernent plus le Burkina Faso. Donc, pour moi, aujourd'hui, les efforts doivent être au niveau de la médiation. On a parlé récemment, son Excellence M. Lansana Kouyaté, ancien Premier ministre de la Guinée, a été nommé comme médiateur en chef de la question auprès de l'AES. Donc, on a dit qu'il a le profil nécessaire. Donc, pour moi, l'enjeu aujourd'hui, c'est de voir comment les deux blocs vont arriver à collaborer à un minimum de collaboration qui est assez vital dans chacun des camps. Donc, par rapport à la libre circulation des biens, des personnes et des capitaux, comment on arrive à gérer cette question, par rapport aussi à la capacité de ne pas abriter des menaces qui peuvent intimider une partie comme une autre, dans la capacité aussi à pouvoir continuer la négociation dans des secteurs assez stratégiques, le mine, le pétrole, l'agriculture, les facteurs humains, les facteurs sociaux, parce que clairement, la rupture ne peut pas se faire de manière définitive. Donc il y a un minimum de collaboration, il y a un minimum de cadre à avoir pour garantir le bon fonctionnement. Et le plus important, pour terminer sur ça, il ne faut pas oublier que la finalité exclusive, c'est le bonheur des citoyens ouest-africains. Je suis citoyen ivoirien, mais je suis aussi citoyen ouest-africain. Donc, au-delà des volontés des États, il y a aussi ce minimum vital à assurer pour les citoyens ouest-africains. C'est un devoir pour ces différents gouvernements. C'est moi, Josias. Bilan mitigé pour Alamine Fofana. Qu'en dites-vous? Alors, je dirais la même chose. Bilan mitigé également pour moi, parce que vous voyez, le point de départ, ça doit être le principe de la révolution. C'est pourquoi vous avez même dit la révolution lancée aujourd'hui, un an, quel bilan? Alors, si on passe sur la base de la révolution, on va revoir aussi c'est quoi la révolution avait promis. Alors, lorsqu'on regarde les grands titres des promesses faites par la Révolution, il y a par exemple le fait de remettre la main sur le territoire, donc repousser le terrorisme. Il y a aussi la volonté de renvoyer l'idée sankariste, donc, qui est promue par le capitaine Ibrahim Traoré. Il y a la volonté de faire en sorte que les Burkinabés soient à l'aise. Donc, lorsqu'on revient par exemple aux réalités qu'on a aujourd'hui, ça devient difficile parce qu'ils ont lancé également une opération du nom de... C'est un nom... Mebo. Voilà, exactement, qui a donné aussi des résultats qui ont été définis. Bon, là encore, c'est un peu compliqué parce que c'est simplement les propos tenus par le gouvernement. On va dire que ça s'est bien fait parce que les chiffres qui sont donnés sont bons. Mais après, il y a par exemple, lorsqu'on lance le mouvement des volontaires, VDP, certains qui ne sont pas désireux d'aller sur le terrain, donc se battre, mais qu'on retrouve également sur le terrain. Il y a par exemple 2 journalistes à l'époque qui ont critiqué le gouvernement, qui se sont retrouvés un jour sur le terrain, donc avec des armes. Donc lorsqu'on regarde par exemple ce qui est promis, et on revient aussi aux réalités que les populations vivent, c'est difficile de dire que tout va bien ou c'est une réussite. En même temps, on dit que ce n'est pas une réussite où tout ne va pas bien. Mais à côté de cela, comme signifié tout à l'heure par Alamine, la seule chose qui peut nous permettre d'être mieux situés, c'est également le positionnement des citoyens burkinabés. Qu'est-ce qu'ils en pensent? Est-ce que la majorité des burkinabés disent on ne veut plus de ce modèle-là, on est contre? Je ne pense pas. Parce qu'aujourd'hui, lorsque je discute avec certains amis qui sont à Ouagadougou même, ils nous disent oui, c'est difficile en termes de situation pour vivre comme avant, etc. Mais on préfère être dans cette posture avec le capitaine Ibrahim Traoré comparé à ce qu'on a connu autrefois. Est-ce qu'ils sont sous le joug d'un... Est-ce qu'ils sont influencés? Est-ce qu'ils ne parlent pas d'eux-mêmes? Ça reste des questions qu'on se pose, mais lorsqu'on voit ce qu'on a là, on dira simplement que c'est un bilan mitigé. Très bien. Shadrach? Ce qu'il faut dire d'entrée de jeu, c'est que le Burkina Faso n'est pas le premier État du monde, de la planète, à s'inscrire dans une dynamique révolutionnaire. Nous avons déjà la Révolution française de 1789,
la révolution russe bolchevique de 1917, la révolution iranienne de 1979, et le Burkina Faso n'est pas à sa première révolution. On avait déjà connu une première révolution démocratique et populaire sous le président Thomas Sankara. Et aujourd'hui, le capitaine Ibrahim Traoré remet sur la table cette nouvelle dynamique révolutionnaire à travers la révolution populaire progressiste. Ce qu'il faut dire déjà, c'est qu'il y a eu des avancées notables, des avancées majeures, notamment dans le secteur minier, où tout à l'heure, M. Fofana en parlait sur le plateau. Il y a aussi cette dynamique au niveau économique, où la croissance burkinabé est en train de connaître des chiffres assez importants. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est le lancement récemment de l'initiative du projet de ralliement entre Ouagadougou et Bobo-Dioulasso à travers une autoroute. C'est un projet structurant et ce sont des choses qu'il faut vraiment saluer. Mais le défi, là où se situe le défi, c'est au niveau de la sécurité. Aujourd'hui, l'Afrique de l'Ouest, dans laquelle le Burkina Faso vit, aujourd'hui est confrontée à une menace sécuritaire très importante et très prégnante. Et ce qu'il faut dire également, c'est que le Burkina Faso a fait ce qu'il peut à travers sa coopération avec deux voisins très importants, le Mali et le Niger, qui sont confrontés également aux mêmes réalités. Cependant, la rupture stratégique avec la CEDEAO, la reconfiguration des alliances, par exemple, lorsqu'on quitte le camp, on cesse plus ou moins un temps soit peu de coopérer avec des États occidentaux et qu'on décide de travailler uniquement avec la Russie, sachant que c'est tout récemment que la diplomatie américaine est en train de faire un retour au Burkina Faso. On se demande si aujourd'hui le Burkina Faso est en mesure de répondre efficacement, de riposter efficacement face à la menace terroriste. Puisqu'aujourd'hui, ce pays-là n'a pas cette facilité de coopérer avec d'autres États frontaliers qu'il estime contre-révolutionnaires, c'est-à-dire contre sa révolution, contre sa dynamique révolutionnaire, comme la Côte d'Ivoire ou encore le Bénin. Donc la solution aujourd'hui, sinon la grande question aujourd'hui, c'est de savoir est-ce que le Burkina Faso arrivera à transcender sa position actuelle et coopérer avec les États qui l'entourent de sorte à pouvoir faciliter le partage de renseignements et venir tout de même à bout de la menace. C'est la grande question qu'on doit se poser aujourd'hui. Cheikh Oumar Doumbia, un an après la proclamation de la révolution progressiste populaire par le président capitaine Ibrahim Traoré, de votre analyse, on est sorti de l'auberge un peu au Burkina? Non, pas du tout. Pourquoi? Pas du tout. Alors, il faut se rappeler que le capitaine, à son arrivée, nous disait qu'il y avait un souci logistique au niveau de l'armée qu'il était venu solutionner. Il était là pour à peu près 6 mois pour mettre fin à ces difficultés-là. Et 6 mois, maintenant 3 ans plus tard, le capitaine a trouvé un tour de magie tout bien fait qui va faire disparaître en fait ces soucis politiques majeurs. Qu'est-ce que j'appelle soucis politiques majeurs? 1. En rentrant dans la révolution populaire et en faisant voter cette charte, ce n'est plus une transition. Donc le capitaine n'a plus de problème de délai. Deuxième souci majeur du capitaine qui disparaît avec cette transition, c'est que s'il y a élection maintenant, le capitaine peut être candidat. Un souci majeur qui aussi est effacé. Troisième souci majeur que cette nouvelle phase révolutionnaire vient enlever comme épine des pieds du capitaine, c'est que les partis politiques sont aussi dissous. Le capitaine est politiquement à l'aise aujourd'hui et il n'est plus président de transition, il est président. Son gouvernement n'est plus gouvernement de transition, c'est un gouvernement. L'Assemblée, c'est maintenant le Parlement du peuple maintenant. Donc tout est devenu républicainement correct, du moins dans la tête ou sur le papier du capitaine, alors que la réalité est tout autre chose. Donc peut-être que moi, je fais une analyse qui va au-delà un peu de ce qui est dit et de la communication qu'on me vend. Je pense que c'est une révolution sur mesure, que le capitaine et ses équipes ont pensé, cette révolution sur mesure faite pour mettre le capitaine dans un confort exceptionnel, et à la fois politiquement, juridiquement, mais aussi de façon judiciaire. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut regarder quand on dit, et j'ai écouté les évolutions citées. Par exemple, Alamine parle de la raffinerie d'or. Si je vous demande tout de suite de trouver l'adresse de cette raffinerie d'or, vous ne la trouverez jamais. Kabré Yamba est burkinabé, il sait que la raffinerie n'a jamais vu le jour. Elle a été annoncée, les travaux n'ont même pas commencé, à plus forte raison que la raffinerie voit le jour. C'est vrai cela, Kabré Yamba? On peut vérifier. Techniquement, je n'ai pas fait
Alassane, je le dis à la télé. Très bien. Donc il y a des Je ne peux pas confirmer. Il y a des millions de gens qui nous écoutent qui pourront faire leurs recherches dessus. Ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Quand on parle de rupture avec l'Occident ou le partenariat occidental, c'est vrai que les Américains sont allés discuter avec le capitaine, mais c'est aussi vrai qu'avant les Américains, on a vu la Banque mondiale passer, on a vu le FMI passer, et que ce qui était toujours dit à fond propre ne l'est plus suffisamment. Donc, qu'en réalité, ce qui est mis en avant pour parler de révolution, ce n'est pas vraiment une révolution. C'est une narrative qui a été construite. Et cette narrative construite, elle a été faite pour soulager ce que j'aime bien appeler les nostalgiques de notre histoire. Parce qu'il y a certains qui sont nostalgiques des années 83 à 87 où Sankara était au pouvoir. Donc, ramener cette lexique, cette sémantique, utiliser les mêmes mots, pourrait peut-être nous faire accepter par ces gens. Et oui, mais Chakoubar, je pense que la révolution RPP au Burkina Faso n'est pas seulement que dans les infrastructures, c'est aussi dans la façon de penser, la façon de se vêtir. Par exemple, aujourd'hui, à la télévision nationale... Comme je le dis, nous retournons en 83. Mais est-ce que ce n'est pas une avancée? Vous savez, le Faso d'Anfani, à un moment dans l'administration burkinabé, Kaboré pourra confirmer, était appelé Sankara arrive. Parce que même quand les gens ne voulaient pas porter, quand Sankara arrivait, les fonctionnaires étaient obligés de se changer pour paraître en Faso d'Anfani. Lorsqu'un État, qui est supposé être un ensemble dans lequel vivent des individus de volonté, d'envie ou d'aspirations différentes, arrive jusqu'à dire aux gens quoi porter, arrive jusqu'à dire aux gens quoi dire. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez dire, Josias l'a touché brièvement, moi je veux insister dessus. Quand on regarde, il y a beaucoup de communication en faveur de ce qui est en train de se passer très bien. Mais qu'est-ce qui arrive à ceux qui disent que ce qui est en train de se passer n'est pas bien? Soit ils se retrouvent au front, soit ils disparaissent, soit ils se retrouvent en prison. Et un exemple type, un grand soutien du capitaine Ibé a perdu la vie entre hier et aujourd'hui. Mamadi Brahimani, il a perdu la vie. Pourquoi? Il a passé son temps. C'était ce qu'on appelle communément un wanya. Il était au rond-point en train de crier le capitaine. Mais au premier désaccord, il est arrêté et pendant son arrestation, il meurt. Un pays où tous ceux qui pensent autrement ne peuvent rien dire, on ne peut que penser que tout va bien. Comme on le dit, et je termine avec cette citation, tant que le lion n'a pas d'historien pour raconter sa version des faits, le chasseur demeure victorieux. Et c'est ce qui se passe au Burkina.